Clip numéro 10. Entre 1938 et 1939, 20 000 hommes de troupes britanniques mènent une répression féroce contre les Palestiniens. Bombardements, exécutions sommaires, assassinats ciblés, punitions collectives, dynamitage de maisons. Cela, dit ainsi, ne reflète pas le drame que vécurent les Palestiniens non-juifs. Au total, une violence qui, rapportée à la population française de cette époque, serait l'équivalent de 200 000 morts et 600 000 blessés. La résistance palestinienne est écrasée pour longtemps. En 1939, 14 000 juifs, soit 5% de la population sioniste, sont intégrés aux forces britanniques répressives. La future armée israélienne a tout appris, a tout repris des Britanniques. Là, il faut s'arrêter un peu sur cet épisode. Comment un État ayant reçu mandat d'une instance internationale représentative des nations pour amener ces peuples à une autodétermination démocratiquement, peut-il mener une telle répression? En représailles à une contestation, somme toute plus que légitime, sans que la SDN ne lui retire illico le mandat. Les punitions collectives sont interdites par le droit international, sans compter que l'on ne bombarde pas les populations. Même s'il faut l'avouer que de ce côté, l'Occident, Bush, Israël, mais aussi Blair, Aznar, Sarkozy, Merkel, j'en passe et des meilleurs, savent aussi faire. Encore une fois, comment est-il possible que les États dits démocratiques se vautrent dans une telle fange? Pourquoi? Imaginons qu'un gouvernement allemand, mauvais exemple, lui il l'a fait, mais prenons le gouvernement français, en mai 68. Est-il concevable qu'il ait agi tel que les Britanniques l'ont fait en Palestine? Saddam Hussein a gazé les Kurdes irakiens, je précise, avec les armes que nous lui avons vendues. Et prenant comme prétexte les armes de destruction massive imaginaires, je reviendrai aussi sur cet épisode, Bush est autorisé à tuer des populations innocentes, préservant le ministère du pétrole, abandonnant le musée de Bagdad au pillage, faisant éclater au grand jour l'inculture de tous ceux qui prétendaient y mener la démocratie. Musée où 6000 ans d'histoire nous attendent. Je dis sa guerre en parlant de Bush. Ce n'est pas tout à fait exact. En effet, les faucons sionistes poussent au crime, voulaient, eux, punir Saddam Hussein pour l'aide qu'il a portée aux familles de kamikazes palestiniens. Je précise tout de suite que je n'ai aucune sympathie pour les dictateurs. Mais si nous nous comportons comme eux, nous sommes quoi? Je crois que la nocivité du sionisme réside autant dans le mal que lui-même peut faire qu'à la capacité qu'il a à acheter les consciences. Et plus je m'imprègne de ce conflit, plus je me demande si les vicissitudes qui émaillent l'histoire de la communauté hébreu tout entière n'est pas la conséquence du comportement sioniste, ou même de ce groupe qui, au départ, ne se considérait pas ou ne s'appelait pas sioniste, mais qui agissait déjà avec l'arrogance qui les caractérise. Le discours de Ben Gurion en 1938, cité dans Shima Flapan, Sionisme and the Palestinians en 1979, paru en 1979, disait « Ne nous racontons pas d'histoire. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. C'est leur pays, parce qu'ils y habitent. Alors que nous voulons venir ici, coloniser, et de leur point de vue, nous voulons nous emparer de leur pays. »
Dès 1939, la Grande-Bretagne est menacée d'une guerre pour laquelle elle n'est pas prête. Le gouvernement de Chamberlain espère neutraliser l'hostilité arabe en publiant un second livre blanc. Ce dernier prévoit une sévère limitation de l'immigration juive et promet l'autonomie palestinienne au sein d'un État unitaire dans un délai de 10 ans. Ce deuxième point était subordonné à l'accord préalable des sionistes. Cette condition entraîna les Palestiniens à rejeter le livre blanc. Les sionistes firent de même du premier point. Malgré tout, la population palestinienne adopta une attitude somme toute pacifique. Vladimir Jabotinsky, le muletier, insiste dans ses diatribes et déclare, toujours en 1939, « Il n'y a pas d'alternative. Les Arabes doivent faire de la place aux Juifs d'Eretz Israël. Si on n'a plus des peuples baltes, on peut déplacer les Arabes palestiniens. » Mais nous avons vu aussi ce que pour Jabotinsky, faire de la place voulait dire. Là, je fais un saut dans le temps. Enfin, entre les deux guerres, des événements surprirent consistoire et communauté. L'antisémitisme et la misère favorisèrent l'immigration dans les années 20 des Juifs de l'Est européen et à partir de 1933, ceux persécutés par Hitler. Le nouveau consistoire, tout en perpétuant la tradition, fut un consistoire d'un style différent. Il n'était question de se borner pour l'essentiel au culte, mais de se soucier avec intensité de la culture juive, des écoles juives, de la solidarité avec Israël et les autres communautés juives en France et dans le monde, de la lutte pour les droits de l'homme et contre l'antisémitisme. Après la Première Guerre mondiale, réunis en assemblée, les rabbins de France procédèrent à un échange de vues sur la question du sionisme et de la Palestine. Une résolution fut adoptée où ressortaient principalement les idées fortes, comme les liens religieux et historiques qui attachent la Palestine au judaïsme. D'autre part, l'association verrait avec satisfaction la création d'une société destinée à favoriser la participation de tout le judaïsme français à la renaissance de la Palestine juive. Il y a peut-être là une cause à effet. Dans le contexte de la déclaration Balfour de novembre 1917, qui encourage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, et avec la législation par les Anglais du territoire palestinien de 1922, la position des rabbins de France est très modérée. Elle exprime ainsi l'espoir de rénovation par le travail en Palestine. Voilà. Extrait de l'Assemblée générale de l'Association des rabbins de France le 26 et 27 juin 1923 qui eut lieu à Strasbourg dans ce qu'on appelle ici l'ancienne synagogue détruite par les nazis. Très belle d'ailleurs. Bien, il est évident que cette prise de conscience par le consistoire israélite donna une impulsion au sionisme qu'il aurait sans doute eu du mal à atteindre sans elle. Néanmoins, il y a là une contradiction flagrante. En effet, les pogroms, les lois de Nuremberg, pouvaient justifier une telle prise de conscience. Mais, comment comprendre que ces mêmes autorités religieuses, et contrairement à leur engagement, du moins en apparence, encouragent les communautés juives en France et dans le monde à soutenir aujourd'hui Israël, y compris en contradiction totale, non seulement avec les droits de l'homme, mais aussi avec les droits humains les plus élémentaires, sans que ces mêmes instances religieuses recadrent la communauté hébreu tout entière. Et si le rabbinat s'appuie sur la déclaration Balfour pour justifier sa décision, qui mieux qu'elle pouvait savoir qu'en Palestine, un peuple y vivait déjà, un peuple ayant les mêmes droits. Bien, la prochaine fois, nous verrons les cartes du Proche-Orient.